Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous présente l'entretien que j'ai réalisé avec Roxane. Alors Roxane, c'est une ancienne étudiante qui a un parcours très intéressant selon moi. D'abord, après son bac, elle a commencé une classe prépa scientifique et ensuite elle s'est réorientée en BTS Tourisme, donc c'est pas forcément commun. Et donc elle va nous expliquer un peu sa décision et surtout sa démarche pour trouver une nouvelle formation qui lui a beaucoup plus convenu. Ensuite, après son BTS, elle a décidé de faire une licence pro et elle a fait cette licence professionnelle en alternance. Là aussi, elle va nous expliquer comment elle s'y est pris pour trouver son contrat, parce que croyez-moi, ça n'a pas forcément été facile. Et aujourd'hui, Roxane a obtenu un visa vacances-travail. Elle est au Canada, plus particulièrement à Toronto, et elle va nous parler de sa nouvelle expérience. Alors vous comprenez que réorientation, alternance, visa vacances-travail, j'avais forcément envie de m'entretenir avec Roxane et de partager son expérience avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour Roxane. Bonjour, Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Comme je te disais juste avant, en fait, je parle de ton cas assez souvent et de toi assez souvent, puisque tu étais dans ma promo, tu as eu ton BTS en 2021. C'est Et ça. voilà, je trouve que ton parcours, il est assez intéressant. Et donc, je me suis dit que plutôt que de parler de toi à chaque fois à mes élèves, j'allais t'interroger en direct, te poser des questions, et comme ça, je pourrais partager ton expérience et tu pourras partager ton expérience. Très OK? bien, ça me va. Super. Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer par nous dire qui tu es et puis un petit peu commencer peut-être, commencer depuis le début, c'est-à-dire en terminale, ce que tu as fait comme bac et comment ça s'est passé pour toi? Ok, donc du coup, moi, j'ai 22 ans. Donc, j'ai été diplômée du BTS en 2021. Ce qui fait que j'ai eu mon bac en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai fait un bac scientifique en section sciences de l'ingénieur. Et suite à ça, je me suis orientée vers une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. C'était un peu la suite logique parce que j'étais bonne en cours, ça m'intéressait, les cours que j'avais m'intéressaient et j'avais de grosses facilités. Donc, potentiellement, j'avais la capacité de prétendre à des très grandes écoles d'ingénieurs. Donc, je me suis orientée vers une classe préparatoire que j'ai quittée 3 mois après la rentrée pour faire un service civique qui m'a permis de terminer l'année scolaire, le temps de me réorienter et de faire mon BTS tourisme. Voilà. Et donc, j'ai fait un BTS tourisme et ensuite, j'ai enchaîné sur une licence professionnelle dans l'événementiel. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est quand même quand tu étais en terminale, tu avais eu une réflexion par rapport à ton orientation. Complètement. Quand j'ai été diplômée de mon bac et que je suis rentrée en prépa, j'avais tout un plan de vie. En fait, j'avais déjà démarré mon orientation dès la seconde, puisque j'avais décidé de rentrer en première sciences de l'ingénieur, ce qui veut dire que je n'avais pas de SVT, j'avais seulement des sciences de l'ingénieur. Et l'idée, c'était déjà de viser une grande école d'ingénieurs. Donc oui, j'avais totalement un plan dans la tête pour mes 5 années post-bac. D'accord. Donc, un plan que tu avais décidé toute seule avec l'aide de tes profs, de tes parents, ça s'était passé comment tes recherches d'orientation? Alors, je pense que l'idée venait vraiment de moi. Euh, Encore une fois, j'avais beaucoup de facilité aussi, donc je savais et on me disait, les professeurs comme mes proches me faisaient comprendre aussi que j'avais cette capacité-là. Donc, bien sûr, j'ai été aidée, mes parents m'ont emmené visiter des écoles et tout ça. Mes profs, bien sûr, m'ont aidé à comprendre comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient les concours, quel était l'intérêt de la classe prépa. Mais je pense que l'idée venait vraiment de moi. Je pense que euh, j'ai été soutenue, mais personne ne m'a donné l'idée. En tout cas, je ne pense pas. D'accord. Donc, tu as commencé ta prépa et J'ai commencé ma prépa et j'ai changé d'avis. d'accord. Alors, tout de suite, comment ça s'est passé? Quand est-ce que tu t'es dit, ouh là là, je suis pas à ma place là? Euh, je pense que, je pense que ça a commencé plus tôt que ce que j'ai en tête. Là, j'aurais tendance à dire qu'il s'est passé à peu près 2 mois avant que la réflexion change. Mais je pense que j'ai fait une petite période de déni avant. À mon avis, dès la rentrée, je l'avais en tête. Les cours continuaient à m'intéresser.
Je m'en sortais, je n'étais pas première de la classe, mais je n'étais pas dernière non plus, ce qui est déjà pas mal en prépa, parce que c'est Ouais. très compliqué. Mais en fait, j'ai réalisé, je pense qu'à peu près au bout de 2 mois, j'ai commencé à m'avouer à moi-même que j'étais pas à ma place. J'ai réalisé que j'aimais les cours, mais que les débouchés ne m'intéressaient pas du tout. Et certes, j'adore les maths, mais j'ai pas envie d'en faire ma vie. Voilà. Donc, je pense que ça a mis à peu près 2 mois à ce que j'ose envisager l'idée que je m'étais trompée. Donc là, tu oses envisager l'idée, mais tu oses toute seule, quoi. Est-ce que tu en parles déjà à ta famille, à tes parents, enfin oui, tes parents, tes profs, ou pas tout de suite? Non, au début, j'en parle pas. Ça ne m'aide pas parce que je vais de plus en plus mal. Je suis à l'internat, je pleure tous les soirs. C'est compliqué. Et puis, je commence malgré tout, même si j'en parle à personne, je commence à me renseigner sur ce que je pourrais faire à la place. Je commence à découvrir, je découvre le fonctionnement du service civique. Je me rends compte qu'il y a des services civiques qui commencent en janvier et qui me permettraient de terminer l'année scolaire. Et c'est une fois que j'ai eu cette idée-là que j'ai commencé à en parler à mes parents en premier, qui ont eu peur, Oui, évidemment, c'est moi. forcément, parce que bah, j'étais encore assez jeune, donc c'était encore compliqué de savoir, de connaître ma capacité à rebondir. Et j'étais en train de dire que je voulais abandonner une formation dans l'élite, parce que c'est ce qu'on nous dit dans ce genre de formation, c'est qu'on est l'élite de la science. Et j'abandonnais ça pour rien, si ce n'est un service civique de 6 mois. Donc, très compliqué. Ma maman m'a payé des séances de psy pour être sûre que je faisais le bon choix. Et en fait, j'ai pas eu besoin de beaucoup de séances pour être sûre, mais c'est juste que je l'ai vécu comme un échec. Donc, c'est ça qui était difficile. Et c'est ça qui faisait que mes proches s'inquiétaient aussi parce que moi, j'avais beau savoir que j'étais pas à ma place, j'avais quand même en tête que bah oui, j'abandonnais quand même quelque chose d'assez prestigieux et c'est pas forcément facile. Mais non, c'est sûr, c'est clair. Et il faut du courage. On en avait déjà parlé, mais il faut du courage, c'est sûr. Oui, mais Et ça, je m'en donc, suis rendu compte beaucoup plus tard. J'avais l'impression d'être lâche en partant et c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était courageux en fait. bien sûr. Donc là, à ce moment-là, tu sais que tu vas faire un service civique. Tu as déjà une idée aussi de ce que tu vas faire après le service civique ou tu commences étape par étape, d'abord le service civique et après on verra. J'ai aucune idée de ce que je veux faire au moment où je démissionne. Donc, je démissionne juste avant les vacances de Noël pour démarrer mon service civique à la rentrée de janvier. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire après. Par contre, je m'engage auprès de moi-même, mais aussi auprès de mes parents, à faire un vrai travail d'orientation, euh, notamment en allant dans des centres d'orientation, mais aussi grâce à une connaissance de ma maman qui travaille à l'Association pour l'emploi des cadres. Et donc, je suis allée voir, qui m'a aidé à faire voilà, des tests de personnalité, des choses comme ça, pour réfléchir la question d'une autre manière que la méthode que j'ai eue au lycée pour m'orienter, en fait. D'accord. Et ton service civique, tu l'as fait dans quoi? Alors, j'ai fait mon service civique dans une école primaire, Mhm. maternelle et primaire, pardon. J'avais déjà une expérience avec les enfants parce que j'ai passé mon BAFA quand j'avais 17 ans, j'ai fait des colonies de vacances, des centres aérés, tout ça. Et donc, je gérais la bibliothèque de l'école et j'accueillais les enfants par groupe pour faire des activités, tout ça, sur le thème du livre. D'accord. Et donc là, tu étais contente, ça te plaisait. Là, j'adorais, j'étais complètement dans mon élément. Je travaillais en autonomie, mais aussi en collaboration avec les instituteurs qui me parlaient de leurs projets, tout ça. Et j'avais déjà plus de doute sur le fait que j'avais bien fait de partir. Et puis peut-être déjà, tu commençais à te dire que les projets, finalement, c'était travailler avec des gens qui montent des projets, c'était intéressant. C'est ça. Mais après, ça, c'est quelque chose. Enfin, travailler en équipe, monter des projets aussi, quand on est ingénieur, c'est ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Mais là, j'étais beaucoup plus à ma place. D'accord. Et donc, tu fais ce travail sur l'orientation et là, tu décides de venir en BTS. Voilà, je me dis, à l'issue de ce travail d'orientation, ce qui ressort, c'est le tourisme et l'événementiel. Je fais rapidement quelques recherches et je me rends compte que dans le secteur public, en tout cas, il n'y a pas de BTS événementiel. Donc, je décide d'aller en BTS tourisme. Je vois qu'en plus, il y a un module événementiel et que ça ne me ferme pas la porte pour une licence derrière. Donc, je pars en BTS. Et là, tes parents, quittes même la prépa pour aller en BTS, ils disent quoi? Ça va mieux. À partir du jour où je suis acceptée au BTS, je pense qu'ils sont soulagés parce que
ça y est, j'ai un plan, je sais où je vais, je reprends des études, j'ai rebondi comme promis, entre guillemets. Et ils m'ont jamais fait comprendre que j'avais pas d'avenir parce que j'avais quitté l'élite. C'est bon, j'ai un plan, donc ça les rassure. Ok. Donc après, tu viens avec nous pendant 2 ans, donc c'est vrai que pour nous, c'était super de t'avoir parce que, bah oui, c'était non seulement, tu comprenais tout très vite et puis tu étais très généreuse, donc tu as fait progresser énormément d'étudiants dans la classe. Comment ça s'est passé ce changement? Parce que prépa BTS, c'est pas du tout le même état d'esprit, pas du tout les mêmes élèves. Comment tu as vécu ces 2 années? Ah, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Moi, j'ai adoré mes 2 années BTS. En plus, j'étais interne au lycée, donc c'est toujours une expérience un peu forte. Il y a souvent un petit esprit de famille qui se crée parce que les promos sont petites et l'internat, ça crée des liens. Euh, j'ai beaucoup aimé ces 2 années. En effet, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de facilité là-dessus. Je suis chanceuse, donc j'ai pas forcément beaucoup travaillé. J'ai pas eu besoin de beaucoup travailler, mais après, je suis quelqu'un de naturellement, assez naturellement, je participe en cours, donc ça m'aide à retenir. Donc la fois d'après, j'ai plus de choses, j'ai encore plus d'éléments pour participer parce que j'ai retenu le cours précédent et tout ça. Donc c'est une sorte de cercle vertueux que je n'ai pas trop maîtrisé. C'était pas forcément volontaire de ma part en fait. Mais oui, j'ai beaucoup aimé ce BTS. Les cours n'ont rien à voir avec ce que j'ai vu euh, au lycée et en début de prépa, mais j'ai eu aucun doute sur le fait que j'étais à ma place, encore une fois. C'est des domaines qui m'intéressaient, je découvrais vraiment tout. Ouais, donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ces 2 années. C'est sûr que j'ai sûrement eu moins de mal à avancer que si j'avais été en prépa. Je pense que niveau, oui, niveau difficulté, c'était pas la même chose, mais justement, j'ai appris beaucoup de nouvelles notions. Il y a des choses, le marketing, le management, c'est des choses dont j'avais jamais entendu parler. Donc, tout était nouveau et je pense que j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr, et tu en as fait profiter les autres, je tiens vraiment à le dire, parce que c'était chouette aussi d'avoir cet esprit d'équipe dans la promo. Et alors, bon, alors, malheureusement pour toi, c'est vrai que tu as vécu quand même le Covid, donc les stages, on ne peut pas dire que ça a été forcément formidable parce que tu n'as pas pu faire tout ce que tu as voulu. Ouais, Malheureusement, pour autant, tu t'es pas découragée parce que je me rappelle que créer des expériences dans l'événementiel, parce que tu avais toujours ton idée d'événementiel, on essayait de ouais. créer ça comme on pouvait avec des bouts de chandelle pour arriver à ce que ça fasse quelque chose sur ton CV, parce qu'après, tu as eu cette idée et là aussi, tu n'avais pas terminé de travailler puisque tu as voulu partir en alternance, faire ta licence professionnelle. C'est ça. Et il a J'ai fallu voulu. trouver l'alternance. Ouais, il a fallu trouver l'alternance. Ça a été très compliqué parce que, en effet, on était encore en période de Covid. Et bon, je m'étais renseignée parce que je savais quelle licence pro je visais donc à Lille. Et je voulais absolument faire ça en alternance. Donc, je m'y suis pris très tôt. Donc, pour la rentrée de septembre, j'ai commencé à contacter des entreprises fin février, il me semble, ou début mars. Mais en fait, la moitié des entreprises étaient encore à moitié en chômage partiel, pas vraiment ouvertes. Moi, je visais des agences événementielles. Celles qui ne s'étaient pas mis aux événements digitaux étaient juste à l'arrêt. Donc, c'était très compliqué. Les portes étaient encore plus fermées que ce que la légende disait. Donc, ça a été un travail de longue haleine, mais ça a fonctionné. Et alors, comment tu t'y es pris justement pour trouver cette alternance? Parce que là aussi, j'ai pas mal de jeunes qui aimeraient faire une alternance. Quelle a été ta démarche? Parce qu'elle a été stratégique Oui, et il a fallu, parce que ça a mis du temps quand même avant de enfin, tu as trouvé finalement à quel mois? En juin, non, c'est ça? je pense ils m'ont dit que j'étais prise fin juin, Ouais, c'est ça. ou Donc, peut-être tout début juillet. alors, quelle a été ta démarche? Comment tu t'y es pris pour trouver cette alternance? Alors, la première étape, ça a été de vraiment réfléchir et cibler le type d'entreprise que je voulais, parce que faire une alternance dans l'événementiel, ça veut tout et rien dire. On peut travailler pour une agence, pour un traiteur, pour un loueur de lumière, c'est très, très varié. Donc, la première étape, ça a été de comprendre que je voulais aller dans une agence événementielle pour les entreprises qui organisent des événements d'entreprise. Et en fait, je me suis fait alors, c'est peut-être le côté scientifique qui ressort, mais je me suis fait un tableau Excel avec tous les contacts, toutes les agences que j'ai repérées, auxquelles que je pouvais atteindre en transport en commun depuis le centre de Lille, puisque l'école était à Lille. Je me suis fait un tableau Excel et à partir de fin février, début mars, je les ai toutes appelées une par une. Je me suis tenue des tableaux, j'ai appelé telle date, j'ai envoyé mon CV à telle date, j'ai rempli tel formulaire sur le site.
Et j'ai avancé comme ça, j'ai relancé, voilà. Ça a été très, très long, en effet. Dans le lot, j'ai eu de la chance parce qu'il y a un des dirigeants d'une agence qui m'a dit, oui, je pense fin février, je l'ai eu au téléphone, il était tout seul à l'agence alors qu'ils sont 7 d'habitude. Il n'y avait que lui qui travaillait, les autres étaient en chômage partiel, en télétravail. Il m'a clairement fait comprendre que c'était probablement impossible que je sois là à la rentrée, mais que je pouvais envoyer quand même mon CV, on ne sait jamais. Le soir même, il m'a répondu que mon CV retenait son attention quand même. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles pendant quelques mois. Euh, donc, j'ai continué à faire mes démarches, appeler tout le monde. Et l'étape d'après, c'est le jour où j'ai été acceptée dans mon école. Donc, je pense que c'est arrivé mi-avril ou fin avril. J'ai reçu une acceptation à condition de trouver une alternance. Et donc là, ça m'a donné une bonne raison pour relancer toutes les entreprises en disant, j'ai mon école, je suis toujours motivée. Qu'est-ce que ça donne de votre côté? Est-ce que vous avez repris le boulot? Tout ça. Et ce patron-là qui m'avait dit que mon CV retenait son attention m'a dit, ah bah oui, on a repris, tu vas faire un entretien. Et voilà, ensuite ça s'est déroulé. J'ai eu 3 entretiens différents, je crois. Je suis allée à Lille pour les voir en vrai parce que c'était très très long. Je pense qu'il y a eu 1 mois et demi ou 2 mois entre le premier entretien et le jour où j'étais prise. Mais en fait, le fait de monter à Lille et de leur dire, je leur ai dit, mais je suis à Lille parce que je visite des appartements. Je crois que j'ai prétendu ça. Et je m'étais inscrit quand même à un job dating. Il y avait une journée où il y avait des entretiens avec plein d'entreprises dans l'événementiel, mais j'y croyais pas. Parce que là, ça a l'air de se dérouler, mais en fait, c'était désespérant. C'était interminable et vraiment déprimant. Donc, j'y croyais plus, mais je les ai appelés en disant, mais en fait, je suis à Lille les 2 prochains jours, je visite des appartements, j'ai d'autres entretiens. Euh, Est-ce que vous voulez que je passe vous voir? Ça a fonctionné, je suis allée les voir et le soir même, j'étais dans le train et j'avais un mail me disant que c'était bon. Ouais, ben bravo. Bah, C'est merci. vrai que tu avais mis tout ce qu'il fallait, quoi. C'est-à-dire s'y prendre tôt, la démarche structurée avec le tableau, la relance avec une bonne raison de relancer, passer les voir. Je me rappelle aussi qu'on avait fait des entretiens, nous aussi, Oui, on s'était entraînés. avec des anciens élèves qui étaient aussi dans la licence. Donc, tu as vraiment t'as mis toutes les chances de ton côté. Puis ça a marché. Mais même pour toi, qui avait quand même un super CV, un super profil, c'est vrai que ça a été difficile. Donc, c'est vrai que l'alternance, faut pas baisser les bras. Quand Oui, on en veut une, ça peut prendre très, 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 très longtemps. Mais c'est ça ça. finit par En fait, marcher. il faut jamais abandonner. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas suffisamment connu. Mais en fait, quand on est accepté dans une école sous condition de trouver une alternance, souvent on peut aussi trouver une alternance après la rentrée. C'est le cas Oui, d'une autre oui, ancienne élève ancien élève, ouais, exactement. Qui a trouvé il n'y a pas qui est là, longtemps. Hein. qui a trouvé il y a quelques jours, Exactement. alors que la rentrée, c'était il y a 2 mois Ouais, et ça a fonctionné. Elle a commencé exactement. les cours, elle a trouvé son alternance. Donc, il faut jamais baisser les bras. Exactement. Ouais, c'est vrai que souvent, on peut commencer en initial, continuer à chercher, et puis à C'est partir du ça. moment où on trouve le contrat, on peut passer. Donc ça, c'est vrai que tu as raison, faut le redire aussi. Ça peut être aussi une autre piste. Donc ton alternance, elle s'est super bien passée, tu étais ravie, c'est une très belle année, hein. On était restés en contact, mais tu as Oui. passé une belle année. Donc ça t'a convaincu que l'événementiel, c'était pour toi? Complètement. J'ai eu la chance de tomber sur une entreprise qui voulait vraiment me faire avancer, me faire m'améliorer, me donner de plus en plus de responsabilités. Donc, j'ai commencé en tant que... J'étais assistante de chef de projet événementiel et plus ça avançait, plus j'ai eu des grosses responsabilités. Donc, c'était super. En effet, j'ai vraiment vu la réalité du métier et ça m'a confirmé que je suis à ma place, encore une fois. Et donc, l'aventure ne s'arrête pas. Donc, Non. pendant le BTS, tu voulais vraiment partir à l'étranger. Ben, on n'a pas pu y arriver. Hein. On a pourtant vraiment essayé, mais Non. c'était impossible. Ouais. Donc là, le rêve devient réalité puisque tu es parti au Canada, c'est ça? Exactement. Il y a 5 semaines maintenant. Donc, dans le cadre d'un visa vacances-travail, c'est ça? Exactement, un visa vacances-travail. C'est un permis de travail temporaire qui dure. Alors, je crois que dans la plupart des pays, c'est 1 an. Je sais qu'il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, par exemple. Mais je suis au Canada et c'est l'exception puisque ça peut durer jusqu'à 2 ans. Voilà. Donc là aussi, comment tu as préparé ce voyage au Canada? Alors, la première étape, c'est la candidature. Encore une fois, là, je parle vraiment pour le Canada parce que je sais que c'est le plus compliqué. Si certains sont intéressés par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est plus facile d'être accepté parce qu'il y a moins de demandes.
En tout cas, quand on veut partir au Canada, on s'inscrit le plus tôt possible sur les sites officiels du gouvernement, etc. On s'inscrit dans des bassins. Donc, on fait une sorte de pré-dossier. On monte un tout petit dossier avec la candidature et ça nous inscrit dans un bassin dans lequel il y a des tirages au sort régulièrement. Et si on a la chance d'être tiré au sort, alors on est invité à présenter une vraie demande de permis vacances-travail. Et donc là, on monte un vrai dossier avec tous les papiers, qui n'est pas très compliqué à monter d'ailleurs, j'ai trouvé. Bon, bien sûr, il faut prendre le temps de faire un CV, de rassembler quelques papiers et tout ça, mais c'est pas si compliqué que ça à monter. Et ensuite, eh ben, on attend et on croise les doigts pour espérer avoir le visa. Une fois qu'on est accepté, on reçoit ce qu'on appelle une lettre d'approbation euh, qui, qui nous autorise à partir dans l'année qui suit. Donc, on a 12 mois pour faire le voyage aller, ce qui laisse un peu le temps de se retourner. Moi, j'ai été acceptée en février. Je savais que je voulais partir en octobre. Donc, ça, voilà, ça laisse le temps de se retourner, de terminer bah, voilà, une année scolaire qui serait en cours, des choses comme ça. Et ensuite, eh ben, on y va, hein. Donc, tu as commencé tu t'es inscrit à quelle date pour pouvoir partir en septembre? Je pense que je me suis inscrite en janvier. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été tirée en 3 ou 4 semaines seulement, tirée au sort. Souvent, la période qui est très, très longue, c'est cette histoire de bassin et de tirage au sort parce que bah, on peut s'inscrire aussitôt qu'on veut. Des fois, c'est très, très long. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été tirée en 3 semaines, mais pour avoir un ordre d'idée, ma cousine est à Montréal depuis quelques années. Elle avait commencé avec un visa vacances-travail et elle a mis 2 ans à être tirée au sort. Ah oui. Et au final, Voilà. on est quand même tiré au sort, c'est obligé ou c'est même pas obligé? Je pense que ça arrive que certains ne soient jamais tirés au sort. D'accord. Après, ça dépend des années, ça dépend du nombre de places qu'ils attribuent chaque année, ça dépend du nombre de candidats. Voilà. D'accord. En tout cas, encore une fois, c'est une démarche dans laquelle il faut s'accrocher. Si on sait pourquoi on y va, il faut ne pas baisser les bras. Et donc moi, oui, j'ai eu de la chance, j'ai été tirée très très tôt au sort, donc ça s'est passé comme je l'espérais. Mais donc je m'y suis pris en janvier pour septembre, en me disant comme ça, peut-être que ça mettra 6 ou 9 mois, mais au moins j'ai du temps, j'ai des plans, voilà. D'accord. Et donc, on disait juste avant là, que tu avais quand même mis un peu d'argent de côté pour pouvoir commencer ton voyage, c'est ça? Oui, alors de toute façon, légalement, parce qu'on a donc une lettre d'approbation, mais le vrai visa, le tampon sur le passeport, on l'a le jour J en arrivant à l'aéroport. Légalement, je crois qu'il faut avoir 2 500 $ canadiens sur ses comptes. En fait, moi, j'ai mis beaucoup plus de côté parce que j'avais peur de ne pas trouver tout de suite de travail et je suis à Toronto, qui est une ville très chère, pour les logements, pour la nourriture, pour les transports en commun, tout est cher. Donc, oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir des sous de côté, bien plus que ce qui est demandé pour avoir le visa. Et là, tu viens de trouver un travail. Et là, ça y est, j'ai trouvé un travail, je commence demain. Dans l'événementiel en plus. Dans l'événementiel, dans ma branche, c'était l'objectif, donc Donc, bravo. victoire. Ouais, non, mais c'est super, très bien. Bah, écoute, je te souhaite une bonne continuation. Et après, donc, le projet, on verra, c'est ce qu'on disait avant, hein. Peut-être tu restes, peut-être. Mais tu veux continuer tes études ou tu verras pour l'instant, tu as plutôt envie d'aller travailler? Dans l'idée, c'est plutôt de travailler parce que si je reste dans ce plan-là, de rester dans l'événementiel, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans mes études. C'est un domaine dans lequel une licence professionnelle avec une alternance, ça suffit. D'accord. Et un master ne m'apporterait pas forcément beaucoup plus dans ce domaine-là. Donc, à moins de vouloir me spécialiser, je ne devrais pas avoir besoin de reprendre des études. Après, tu peux toujours faire un master après. Voilà, je ne suis pas du tout fermée à l'idée. Si je veux me spécialiser dans quelque chose, je ferai un master. Je ne suis pas fermée à l'idée. En plus, au Canada, c'est quand même assez courant que les jeunes fassent une pause dans les études, travaillent et reprennent des études plus tard. Donc, ça, Oui, c'est même assez logique en tous les cas. complètement. Bah, c'est pas la même logique ici parce que les études coûtent très cher. Donc, ça arrive souvent que certains s'arrêtent pour travailler et financer les 2 ou 3 dernières années qui restent. Exactement. Super. Bon, bah, écoute, très bien. Juste pour finir, j'avais envie de te poser deux questions. Déjà, tu leur dirais quoi aux élèves que j'accompagne là pour qu'ils trouvent leur orientation? Euh, je pense que ce que je leur dirais, qui me tient le plus à cœur, c'est n'ayez pas peur de vous tromper. L'orientation, c'est super important. Forcément, ça définit beaucoup de choses pour l'avenir, mais on n'est jamais coincé et il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Et renseignez-vous sur tout ce qui pourrait vous intéresser. Ne restez pas coincé sur les quelques matières que vous avez au lycée parce qu'il existe tellement plus. C'est clair.
Et est-ce que toi, tu as eu une erreur que tu as vue chez d'autres personnes ou que tu as vécue en matière d'orientation, hormis, enfin, c'était pas vraiment une erreur, mais est-ce que tu as d'autres choses comme ça où tu te dis: «Ah zut, j'aurais peut-être dû faire autrement»? Bah, alors pour ma part, je pense que l'erreur, ça a été de peut-être que j'ai pas assez remis en question la filière dans laquelle j'étais au lycée. Hem L'erreur que j'ai fait aussi, c'est que je me suis beaucoup renseignée sur les études, mais pas forcément sur les métiers et sur ce sur quoi ça débouchait concrètement. Donc oui, je pense que l'erreur à éviter, c'est, on peut aimer un cours, mais ne pas vouloir en faire son métier et je pense que c'est vraiment important de réfléchir à concrètement qu'est-ce qu'on fait au travail, quand on sort, je sais pas, quand on sort d'une école d'ingénieur, qu'est-ce qu'on fait au travail? Quand on sort d'une licence pro dans l'événementiel, qu'est-ce qu'on fait de ces journées? Comment ça marche? Est-ce qu'on travaille, en équipe? Est-ce qu'on travaille seul? Est-ce qu'on est en autonomie? Est-ce qu'on est guidé? Je pense qu'il faut essayer d'avoir une approche, pas que sur les matières, mais aussi sur la manière dont on veut travailler. Mmh. C'est peut-être l'erreur qu'on a encore au lycée, je pense. Super, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Si jamais, j'ai des élèves qui trouvent que ce que tu leur as dit, ça résonne chez eux et qui veulent te contacter, c'est possible, de te contacter peut-être par, Instagram, par exemple? Bien sûr, pas de Ouais? souci, faut pas hésiter. Je suis Très là. bien. Bon, bah, écoute, je mettrai ton contact alors, aussi, dans les notes de l'épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour moi, Avec Roxane, et pour plaisir. les autres aussi, et je pense que oui, tu as un parcours très inspirant et je suis tellement contente et moi, je suis pas étonnée que la chance soit arrivée très vite parce que le Canada, bon sang, pendant 2 ans, tu as vraiment tout fait pour y aller, donc c'était quand même le moment d'y aller, au maintenant, donc bravo et c'est bien mérité. Merci beaucoup. Super. Bon, bah, écoute, à très bientôt. Je prendrai tes nouvelles, de toute façon, je te suis et c'est toujours un Bien plaisir, sûr, que de discuter avec toi. Au avec revoir, plaisir. Roxane. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!